Bienvenue sur le 3e épisode du podcast de Solutions Autonomie, le podcast qui donne la parole aux produits solaires. Générique. Yeah. David, merci beaucoup pour ce superbe générique. Plaisir. Ça fait plaisir. Donc, David Ménard, tu es avec nous aujourd'hui puisque tu es installateur solaire à Chappé. Oui. Tu nous as fait le plaisir de venir nous rencontrer aujourd'hui pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je t'ai appelé parce que j'aurais aimé que l'on parle de la réalité en fait d'un installateur du solaire, notamment en région, au Québec. Ça me ressemble pas mal. Voilà, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Oui. Mais je vais te laisser la parole déjà pour commencer à te présenter. David Ménard, 33 ans. J'ai mon entreprise depuis janvier 2015 que j'ai démarré avec mon père, Gaétan Ménard. Belle entreprise père-fils qu'on a depuis maintenant presque 10 ans. Vraiment super cool. Donc, pour les gens qui ne savent pas où c'est, tu es à Chappé. Chappé, oui. C'est à combien d'heures de route à peu près de Montréal? On est quoi, sur 8 heures, quelque chose comme ça? 7h30. 7h30. 8 heures, si t'arrêtes un peu avec un enfant à 12. OK, parfait. Non, c'est pas si loin que ça, honnêtement. Alors, cette question, elle a un intérêt puisque, comme je le disais, on est là pour parler la réalité d'un installateur solaire. Oui. On sait que la réalité du terrain peut être différente entre Montréal, Québec ou Chappé, évidemment. Définitivement, ouais. Donc, tu es installateur solaire, tu es également électricien. Oui, maître électricien. C'est important de dire aussi, tu es père. Oui. Voilà, c'est important. Pourquoi? Parce que ça a un impact évidemment sur le quotidien, le travail que tu fais à l'année longue. J'aimerais qu'on discute un petit peu, David, de ton quotidien. C'est quoi une journée type chez Ménéfis en tant qu'installateur solaire? Journée type chez Ménéfis, on est quand même pas mal occupé, je te dirais, parce qu'on est une petite équipe. On est dans des petites municipalités dans le nord du Québec, donc il n'y a pas affluence de main-d'œuvre. Vous êtes combien pour l'instant? À Chappé, on est à peu près 12 ou 1500 habitants, pas plus. Okay. À Chouganiac, peut-être 4, 5, 6 000. Donc une petite ville. Et toi, dans ton équipe, vous êtes combien? On est 4. Okay. Chez moi, mon père, Mathieu, puis Louis-Alexis. OK. On est en train de former un jeune qui s'appelle Ryan. Okay. Éventuellement, il va aller suivre son cours d'électricien, puis il va probablement intégrer notre équipe ensuite. J'ai Sabrina aussi, qui est notre adjointe administrative. OK. Donc, c'est quoi alors donc ta journée type du matin au soir? On commence à 6 heures le matin pour essayer d'en faire le plus possible dans une journée parce que même à 12 heures, des fois, on manque de temps parce qu'on a quand même beaucoup de territoire à couvrir puis on a beaucoup de travaux à faire. Donc, 6 heures, on va arriver à la shop, on va se faire un café. Puis, on va commencer à discuter soit du planning de la semaine, si jamais on a assez de travail en bloc dans une seule municipalité ou un seul projet ou plusieurs amalgamés ensemble. Ou bien, on va cibler des projets qui vont avoir le meilleur impact positif sur la quantité de jobs qu'on a peut-être à faire. Ensuite de ça, on va se lancer dans notre journée. On prend une petite demi-heure pour dîner quand on est ailleurs. Quand on est en ville, on prend 1 heure. Petite conciliation travail-famille, avoir un peu plus de temps. Puis, on va finir à 6h30 le soir. Donc, on recommence le lendemain. Puis, Toi, j'imagine que tes journées ne s'arrêtent pas forcément tout le temps à 6h30. C'est plutôt, on va dire, ton équipe en général. Oui. Toi, je sais qu'aussi, parce que tu es propriétaire de Ménéfis, évidemment, avec ton papa. Oui. Les journées peuvent évidemment... salut Gaétan, évidemment. Les journées s'étirent beaucoup. Tu te rends jusqu'où dans le territoire pour les installations solaires? J'ai pas de limite, en fait. Je m'en impose pas. D'accord. Je m'en impose pas parce que j'aime le fait de voyager. Vu que je travaille énormément, on fait entre 3500 et 4000 heures par année. OK, 12 heures par jour, mettons 60 heures semaine. Ça serait la base. Mais avec tout ce qu'on a à faire, mettons, autant moi que mon père, dans le fond, là, on avoisinait les 3500 à 4000 heures par année. Là. Fait que tu sais, t'as pas réellement le temps de voyager ou de te planifier une semaine dans le sud. Fait que ce que je trouve intéressant, dans le fond, avec le solaire, c'est justement que le besoin, il est très répandu. Puis les gens cherchent toute la même chose. Ils cherchent un professionnel qui va être capable de les aider, qui va être capable de les accompagner, qui va leur offrir un bon prix, un bon service. Puis je suis habitué déjà à ça, d'avoir, mettons, 500, 600 kilomètres à couvrir pour aller dans le nord ou quoi que ce soit. Fait qu'aller dans le sud, mettons, du Québec, ça change rien. Puis si jamais j'aurais un appel pour me dire « Hey David, ça te tente-tu d'aller en Afrique? » Ben écoute, je regarde mon horaire, puis peut-être. Okay. En Alberta, peu importe. Si je peux voyager, découvrir quelque chose, puis moi-même joindre l'utile à l'agréable, je vois pas pourquoi est-ce que je le ferais pas. Puis je suis certain que mon équipe, ça les intéresse. Là, sous certains facteurs, tu sais, on a toute une vie de famille. Est-ce qu'on peut le faire? Ben écoute, si on peut, on le fait, on se parle, puis on avance. Et justement, par rapport à cette demande, c'est quoi ta réalité? Est-ce que
il n'y a pas beaucoup de jobs. Est-ce que tu cherches de la job? Est-ce que tu es débordé? Alors, je connais la réponse, hein, la question est orientée, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? Ben oui, je suis débordé, en fait. Je suis débordé, effectivement, parce qu'on a beaucoup de projets, beaucoup de choses à calculer. Autonomie nous sert beaucoup pour ça, d'ailleurs, calculer les projets, je dois le dire. Mais c'est ça, on a énormément de charges pédagogiques avec nos clients. On a beaucoup de travail en fond, mettons, pour aller chercher notre propre créneau, si tu veux, dans ce domaine-là, qui est grand. C'est quoi, d'ailleurs? Le créneau qui est hors réseau. On est beaucoup plus hors réseau. Solaire hors réseau, ok, ouais, déconnecté. Donc c'est quoi comme type de projet? 2-3 exemples comme ça, rapides. Des petits projets, des fois, qu'il va avoir, mettons, moi j'ai une cabane à pêche, j'aimerais ça avoir toutes les accessorisations là-dedans pour être capable de juste partir là-bas, la paix, là, avoir l'éclairage, la radio, la batterie pour ma perceuse, etc. Puis peut-être faire à manger, tout ça. Peux-tu m'installer? Quelle grosseur de kit tu vas me conseiller? On va prendre en main à peu près n'importe quel projet. Là, je parle d'une cabane à pêche, mais si on parle d'une pourvoirie qui dit mon besoin en kilowatts nécessite 36 batteries, 200 ampères-heure, 51,2 volts, ça me dérange pas. Tu fais pareil. Je vais le faire quand même. J'ai aucun problème avec la dimension. Je te dirais que le pire, c'est de trouver les projets qui nous conviennent dans ce domaine-là, en fait, parce qu'il y en a beaucoup. La demande est immense là-dedans parce que ça a évolué rapidement, puis là, les gens se rendent compte que ça vaut la peine. Donc la demande, si je résume, la demande vient plus ou moins de partout. Oui. Je veux dire, ça peut être Chapèche, ça peut être Chibougamau, ça peut être le lac Saint-Jean, ça peut être jusqu'à Montréal, comme tu le disais. Exactement. Pas mal tout type de projet. Je sais que tu commences aussi un petit peu à faire du connecté réseau. Oui. Parce que c'est quelque chose qui tout doucement s'en vient au Québec. On en a parlé dans nos épisodes précédents. Oui. Quand les clients viennent te voir, déjà, comment ils te contactent? Est-ce que c'est ton site internet? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Comment ça se passe généralement? Bouche à oreille fonctionne très bien. Ça a souvent été ma plateforme principale parce que j'aime l'aspect humain dans mes relations. Donc, les gens qu'on a bien servis sont contents de ce qu'on a fait, puis ils en parlent autour d'eux autres. Puis éventuellement, on a des feedbacks de d'autres personnes qui les connaissent, puis ils disent « OK, ça m'intéresse. » Là, on repart sur un nouveau projet. Ça mène pas toujours à quelque chose. Des fois, les gens, ils s'attendent pas nécessairement au prix que ça peut valoir. Mais si c'est pas maintenant, ça peut être refait plus tard, au moment où il va avoir fait un budget. Ou non, il va progressivement. On dit « OK, déjà de partir avec cette base-là, ça va t'éviter de remettre la main dans ta poche pour quelque chose que tu as déjà. » Donc, bien sûr. On commence avec ça, on monte ton projet tranquillement, puis il n'y a pas de problème, on suit les gens. Sinon, je vais développer des produits. En fait, j'ai déjà commencé depuis 2016, en fait, à développer des produits custom qui allaient plaire à la majorité des gens, peut-être que j'allais croiser, rencontrer, pour limiter aussi le besoin d'être assis à mon bureau puis tout le temps calculer les mêmes affaires. Ouais. Fait que j'ai développé des produits custom intéressants, un design intéressant. J'ai ajouté du graphisme à ces produits-là. Je me suis arrangé pour que ça soit beau, esthétique, plutôt que les gens avant, on va cacher ça dans un garde-robe. Oui, pour surtout pas le voir. Ouais, je veux surtout pas voir ce genre de système-là. C'est ça. Moi, je me suis dit, pourquoi cacher un si bel agencement? J'aimerais qu'on revienne, on reviendra là-dessus un peu plus tard sur justement un de tes cabinets que tu m'as fait voir, que j'ai trouvé vraiment cool. On y reviendra tout à l'heure. Par rapport à justement tous ces clients-là, un projet de A à Z, c'est quoi? Est-ce que ça prend quoi? Ça prend une journée, ça prend une semaine, ça prend des mois, ça prend des années? C'est quoi les étapes après donc le client t'appelle, il va te faire voir un petit peu ses besoins et comment ça se déroule par la suite? Premièrement, la prise en charge du client peut prendre des fois une journée, peut prendre 2 heures, des fois ça peut prendre 2 semaines. Des fois le projet est complexe, même pour un petit projet, des fois ça peut être très complexe. Fait qu'on on va faire la prise en charge qui est très variable. Ensuite de ça, on va regarder le besoin, on va envoyer la soumission. Une fois que la soumission a été comprise, acceptée, on va tomber en demande de matériaux. Une fois qu'on a les dates limites, mettons pour recevoir les matériaux, OK, on regarde, on synchronise avec les clients, on va recevoir ça à ce moment-là. On va commencer votre montage. Puis une fois que le montage va être terminé, on devrait être prêt à installer avec la charge de travail qu'on a à partir de ce moment-là. Fait que vraiment, ça dépend de l'affluence qu'on a dans l'année, ça dépend de la vitesse que le client en a besoin, l'urgence, puis la disponibilité des matériaux. Puis on s'ajuste à tout ça. Justement, par rapport à ça, la saisonnalité, on sait que c'est un vrai enjeu au Québec. Les hivers, normalement, cette année c'est un peu raté, mais les hivers sont quand même rudes et surtout très longs, encore plus à Chapé qu'à Montréal. Comment tu deals avec ça, avec cette différence de demande? Parce que j'imagine que l'hiver, le solaire... Pour moi, en fait, c'est pas tellement différent. Okay. Dans mon secteur, ça peut être différent pour quelqu'un qui est de Montréal, mettons, qui dit tabarouette, ça s'étire longtemps dans votre secteur. Écoute, moi, j'en profite pour faire du montage. Fait que je vais relever les projets avant la saison froide. Puis quand l'hiver arrive, puis que ça devient vraiment trop dur de commencer à installer des panneaux solaires sur un toit, faut que tu déglaces, ça n'a pas de bon sens. Mais tu fais du montage pour les projets à venir. Tu demandes aux clients peut-être des paiements d'avance, des acomptes pour être capable justement d'assumer ces matériaux-là. Tu les ranges chez toi. Puis au printemps, tu démarres ta saison d'installation. Donc, ce que je comprends là, c'est qu'il faut s'adapter aussi
à cette réalité-là. Il faut anticiper aussi, parce que c'est pas du jour au lendemain que tu décides de dire, en fait, non, je fais ça à ma shop parce que l'hiver s'en vient. Il faut planifier, puis les commandes de matériaux aussi, j'imagine. Exact. Pour évidemment être dans l'industrie depuis de nombreuses années, je sais qu'il y a une grosse problématique par rapport à ça et j'aimerais qu'on l'aborde, c'est le problème de main-d'œuvre. Oui! Le fameux. Nommons-le. Donc, raconte-nous un petit peu toi ta réalité par rapport à ça, de tes équipes, comment tu cherches de nouvelles recrues, est-ce que tu en as besoin et ces problématiques que tu rencontres? Comment décrire l'enfer? Bon, pour vrai, ça a été pénible, vraiment. On a parti de rien, nous autres. On avait rien. Écoute, on a démarré ça tranquillement, mon père. On avait un besoin d'avoir des employés à un moment donné, mais je veux dire, il y avait pas vraiment personne qui correspondait à notre profil de business. Nos attentes, on est vraiment, bon, on dit pas strict, là, mais on aime le travail bien fait. On est rapide à l'exécution, tout ça. Fait que, on voulait s'entourer de personnes qui nous ressemblaient au départ pour avoir un noyau solide. Puis on était chanceux, on a découvert des belles personnes au travers de cette aventure-là. Les premiers employés qu'on a eus, en fait, ça s'est quasiment tout bien passé. Tous les gens qui ont passé par chez nous. Donc ça, c'était quand? À partir de janvier 2015. Les 4 premières années de l'entreprise, 4-5 premières années, on a essayé, je te dirais, au moins une personne là, par année ou aux 2 ans. D'accord. Puis ça s'est bien passé, mais on avait de la misère à avoir plus que ça. Puis à chaque fois, c'est un peu ça le problème. Quand tu grossis, faut que tu penses 6 mois d'avance parce que ça se fait jamais tout de suite, les contrats. Autant dans le résidentiel, commercial, industriel que dans le solaire, faut que tu penses 6 mois d'avance. Fait que avant d'avoir le frame pour être capable d'accueillir quelqu'un, il y a un temps tampon où ce que tu vas payer de ta poche puis que éventuellement ça va revenir. Mais là, on a eu des problèmes. On a eu des gens qui sont venus dans l'entreprise qui n'ont pas resté très longtemps ou non, qui sont partis à des moments qui n'étaient pas idéal, mais je veux dire, on compose avec ça, c'est notre entreprise. Oui, puis c'est la vie d'une entreprise en général de toute façon. C'est ça, c'est notre fardeau, puis en même temps, on le comprend, c'est ce qu'on veut, puis on est content de ça. C'est un beau challenge d'une certaine façon. On est content que ça se soit résolu aujourd'hui. On a 2 excellentes personnes dans notre entreprise qui travaillent, puis on est vraiment content de ce qu'ils nous donnent comme, dans le fond, comme force de travail, puis aussi comme présence là, humaine, ils sont vraiment super le fun. Fait qu'on a une belle ambiance. Donc là, on parle de quel type de profil? Est-ce que c'est de l'administratif? Est-ce que c'est du terrain? C'est du chantier. Donc, c'est quoi? Tu cherches des gens qui sont électriciens? C'est quoi les profils que tu recherches généralement? Je cherche quelqu'un qui a la même dynamique que moi, en fait. Je cherche quelqu'un qui a envie. Oui, quelqu'un qui a envie, justement, d'être un couteau suisse, d'être polyvalent, puis de pas s'asseoir juste sur le fait de dire, moi, je vais faire 40 heures semaine. Puis une fois que j'ai fait ça, j'en ai assez. C'est pas moi qui va passer le balai. Moi, ça m'intéresse pas. Tu sais, quelqu'un qui a trop de limitations puis qui veut juste sa paye et s'en aller chez eux, ça m'intéresse pas. J'ai envie de quelqu'un qui est passionné de son travail ou qui a envie d'apprendre cette passion-là du travail. Fait que, tu sais, en n'ayant pas trouvé ça dans la construction avec les gens de ce domaine-là, autant au niveau du syndicat qu'on demandait des gens, ou non, des gens de l'extérieur, c'était très compliqué à cause des syndicats d'engager du monde de l'extérieur. OK, d'accord. Les pensions, puis tout ce qu'il faut payer dans le fond pour quelqu'un. Donc le côté administratif est très lourd. Vraiment. Là, Vraiment. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tourné en fait vers des gens qui n'avaient pas nécessairement leur carte d'électricien, mais qui avaient des cartes de compétences qui allaient leur permettre, comme santé sécurité sur des chantiers de construction, qui allaient leur permettre rapidement de pouvoir devenir un apprenti hors décret avec une exclusion. J'ai travaillé fort en maudit pour réussir à trouver ça. Puis ils te le donnent pas tout de suite, ça là. Faut que tu travailles fort. À un moment donné, ils vont dire bon, OK, on a peut-être ce programme-là pour vous. Fait qu'une fois que j'ai réussi à avoir ça, j'ai réussi à engager quelqu'un, puis qui est Mathieu, en fait. Puis Mathieu, il a commencé avec nous autres. On lui a montré, on l'a formé, dans le fond, moi, mon père, à ce qu'on faisait dans le résidentiel, tout ça. On lui a montré c'est quoi la charge de travail, qu'est-ce qu'on attendait de quelqu'un, puis qu'est-ce qu'il fallait lui-même qu'attendre de lui dans une journée pour performer puis être bien dans son travail. Puis je te dirais qu'après 1 an, il était déjà très confortable. Puis l'année suivante, on a eu aussi Louis Alexis qui est rentré, qui devait normalement juste partir de chez une industrie forestière pour s'en aller dans une mine. Puis finalement, il y a eu une transition trop longue, puis il a dit t'as-tu de quoi pour moi? J'ai dit OK, je vais te sortir ta carte aussi, pourquoi pas? Puis c'est ça, depuis ce temps-là, écoute, j'ai Louis Alexis puis Mathieu dans l'équipe, puis ça va super bien. On est vraiment contents. Parce que il y a aussi, on dirait qu'il y a presque t'as 3 couches. T'as déjà le problème de main-d'œuvre générale au Québec, peu importe l'industrie. Le problème de main-d'œuvre au Québec dans le solaire, qui est un deuxième problème. Et le troisième facteur, c'est que tu es en région. Là, comme on disait tout à l'heure, c'est 7h30 de voiture, donc c'est pas forcément évident. Comment tu essayes d'attirer justement les talents comme ça jusqu'à Chappé? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu as essayé? Je pense que la promotion, l'image de notre entreprise, notre dynamisme, notre présence dans le créneau qu'on a, puis je pense qu'il apparaît. Je pense qu'on a un impact
Puis je pense que ça peut attirer des gens, d'avoir une originalité, puis une belle présence, puis aussi un beau rendu dans son travail. J'ai rien que j'ai manqué, en fait. Là, tous mes projets se sont bien terminés, se sont bien déroulés. Je me suis toujours assuré de travailler à 1000% si c'était ça la demande pour arriver au bout de mes objectifs. Puis avoir de quoi de solide. Mais ça veut dire, là, ce que j'entends aussi, c'est que tu prends aussi beaucoup sur toi. Comme on disait tout à l'heure, les journées aussi sont très longues. Ça a un impact forcément sur la vie privée, surtout comme on disait avec un enfant, c'est encore plus compliqué. Effectivement. Si nos amis du gouvernement nous écoutent ou regardent le podcast, et je l'espère en tout cas. On vous salue. On vous salue déjà, mais surtout, est-ce qu'il y aura un message à faire passer? Tu parlais de difficultés administratives ou de lourdeur. Qu'est-ce que tu leur dirais pour essayer d'améliorer ça? Je pense que j'ai déjà réussi à faire passer un certain message, au moins de où ce que je suis moi. Je n'étais pas le seul, en fait, au Québec à trouver que c'était compliqué d'avoir de la main-d'œuvre. Mettons qu'on cherche de la main-d'œuvre syndiquée en électricité pour pouvoir travailler sur des chantiers, sont accoutumés au moins à l'alternatif, mais au moins on peut leur montrer l'autre département, c'est des électriciens. Moi, avoir quelqu'un de Québec, de Montréal, du Lac-Saint-Jean, quoi que ce soit, c'était une autre région. Puis pour l'avoir chez nous, ça me prenait un chantier fixe. Ça me prenait absolument des horaires cédules établis pour tel chantier. Je pouvais pas avoir plusieurs travaux agrégés ensemble pour faire une semaine de travail. Ça marche pas. Fait que, il y avait plein de facteurs comme ça qui m'empêchaient d'avoir des ouvriers de l'extérieur, les pensions, etc. On n'a aucune marge. Il fallait que je charge 200 ou 300 pièces de l'heure à une madame pour changer sa prise de courant. Ouais. J'ai dit jamais qu'on va y arriver. Ça n'a aucun sens. Ouais. Fait que, j'ai appelé notre ministre, en fait, dans notre secteur. Puis on a réussi à avoir une couple de mois avec lui. On n'a pas eu un suivi nécessairement là-dessus, mais là, j'ai vu que ça a bougé un petit peu parce qu'il y a un assouplissement au niveau du gouvernement présentement. Ça a été discuté, puis je pense que ça a été mal reçu aussi de la part des syndicats. Ils sont pas très contents parce qu'ils veulent assouplir, dans le fond, un peu justement toutes ces règles-là qui empêchent les gens d'aller chercher de la main-d'œuvre ailleurs parce qu'on est tous en manque de main-d'œuvre. Puis c'est le bordel. Puis là, ça crie un peu de ce temps-là, puis ça fait juste commencer, en fait. Là, j'ai hâte de voir où ça va aller, mais ça aiderait, je pense, pas mal l'industrie d'avoir cette chance-là, d'aller chercher des gens ailleurs, puis de pouvoir au moins offrir une solution qui est intéressante à nos clients, plutôt que de le charger à un prix de malade, là, parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Voilà. Donc là, on vient de faire le tour de ton quotidien qui a l'air quand même bien occupé, évidemment. Ouais, on s'en doutait, mais en tout cas, voilà. Et ça reflète aussi beaucoup le quotidien de tes pairs, on va dire, des autres installateurs à travers le Québec, mais au-delà de ça, au Canada, même sur les autres continents. Effectivement. Donc voilà, on leur passe tous un bonjour et on les remercie encore une fois du travail qu'ils font au quotidien. Effectivement. On va passer maintenant sur la partie technique. Je sais pas si tu avais vu les 2 premiers épisodes. Je te propose que tu nous parles d'un projet que tu as fait, de sa conception jusqu'à sa réalisation et en passant justement par les enjeux que tu as pu rencontrer et puis à quoi ressemble ce projet? Parfait. Le projet que j'avais en tête, c'est un projet que j'ai terminé en octobre 2023. C'est un projet que je trouvais vraiment cool. C'était quand même un gros projet dans cette année-là, puis c'était à l'extérieur de ma région, en Outaouais. Puis c'est ça, un appel d'offres qui a été lancé à 4 personnes. J'ai été référencé justement sur cette job-là par Rematec Énergie. Il m'avait dit, tu serais un bon profil quand même pour ce travail-là. Ça t'intéresse-tu de soumissionner? J'ai dit oui. Je savais pas si j'étais tout seul ou si on était 4. J'ai fini par savoir qu'au début, on était 4. Puis c'est ça, dans le processus de soumission, je me suis rendu compte que dans le fond, le calcul de charge n'était pas idéal. Ça avait été tiré, exemple du code, puis des... C'est quoi comme projet? C'est un projet hors réseau. Pour alimenter quoi? C'est un projet hors réseau. Dans le fond, c'est un grand chalet corporatif de style pourvoirie un petit peu, parce que c'est sur le long d'un lac qui est quand même un très beau lac. Puis c'est ça, il fallait alimenter ce chalet-là. Les lignes sont vraiment très loin, ça coûtait très cher, c'est montagneux. Oui, comme souvent dans le hors réseau, là. C'est la raison pour laquelle on veut se déconnecter. C'est un travail parfait pour le hors réseau, en fait. Là. Puis on a installé, en fait, 40 panneaux solaires, 545 watts Trina Solar sur 2 racks Upsun SunGround. D'accord. Sur des dalles monolithiques. Puis ensuite de ça, il a fallu faire une run de tuyaux de 680 pieds dans une montagne. Oh, wow. C'était vraiment cool, ça. Tout le projet au complet était vraiment cool. C'était un beau décor en plus. C'était à l'extérieur. On a eu du fun. OK. Puis c'est ça. En fait, en commençant, j'y reviendrai, mais en commençant le projet, en fait, il a fallu que je détermine où il y avait des erreurs dans le calcul de charge qui avaient été pris, en fait, sur des sections du code, que chaque étage vaut 5000, etc., 5000 watts. Tu sais, c'est un calcul qui est, OK, sommaire pour le code, ça fonctionne pour une maison. Mais la réalité est peut-être différente. Ouais. En réseau, tu peux pas calculer comme ça, dire, OK, cet étage-là, 5000, ça marche pas de même. Intéressant. Fait que j'ai repris le calcul de charge de A à Z, je l'ai transféré dans votre calculateur. J'ai essayé un deuxième calculateur aussi, juste pour comparer les résultats, etc. Puis je suis arrivé, dans le fond, avec mon profil typique, j'ai réussi à réduire de 30 kW la charge journalière
Je l'ai précisé de 30 kilowatts. Oui. C'est énorme. Puis on arrivait à un système qui avait besoin de... Donc c'est ça, donc là, tu réduis forcément la capacité de stockage et la puissance justifie aussi solaire. la solution que je vais proposer. Puis ça a été ça, en fait, mon argument, en fait, durant le processus de vente du système, si tu veux, de dire, OK, le concept qui a été établi là, présentement, malheureusement, je trouve qu'il est pas correct. Puis moi, je proposerais ça à la place. Puis il y a des économies de telle façon. Puis il y a aussi une performance dans l'assemblage. Si on partait d'un produit Schneider Connext. D'accord. C'est ce qui avait été préconisé? C'est ce qui avait été préconisé, mais c'est tous des modules qui valent relativement cher puis c'est relativement long à installer comparé, mettons, à 2 solaires 15K limitless. Oui, qui sont déjà plug and play et puis... Que j'ai tout réussi à mettre sur une seule feuille d'assemblage avec ma distribution 12240. Okay. Mon bus bar DC Midnight 2000 ampères, puis éventuellement me laisser de la place pour 3 microturbines qu'on va probablement installer. Oh, cool. Pour pallier, justement, parce que sinon, on aurait eu besoin de 28 batteries pour la charge journalière. C'est quoi les batteries, tu dis? J'ai mis de la Voltium rack mount, 51.2 volts, 200 ampères. J'en ai mis 10. 10 en parallèle. Fait qu'on a 102.40 kilowatts. OK, cool. Dans un rack. Donc, tu penses que si je reviens là-dessus, tu penses que ce qui t'a potentiellement fait gagner le marché, c'est justement le service un peu plus que tu as donné en disant, OK, je repasse à travers votre profil de consommation et je vais essayer d'améliorer tout ça pour derrière réduire aussi vos besoins en matériel. Préciser le mandat puis s'assurer dans le fond que ça soit vrai puis que au moins à mon niveau professionnel à moi, que je sois à l'aise avec le résultat parce qu'on se le cachera pas. Si jamais le système fonctionne pas puis que ça vaut plusieurs milliers de dollars comme ça, c'est pas mal sur toi que ça tombe. Ça va commencer à gueuler. Fait que c'est ça, c'est un problème. Je me suis dit, pour être certain de mon coup, je suis loin de chez nous, je vais vraiment faire sûr que les résultats que je vois là me correspondent, puis que j'ai une certitude là-dessus, puis je me suis basé là-dessus. À partir de là, j'ai une confiance. Tout ce qui me reste à faire, c'est de bien accomplir mon travail à perfection. Puis je veux dire, après ça, c'est de donner un bon service. Ça, c'est déjà dans la boîte, je le fais toujours. Si je résume un peu la timeline, octobre, tu soumissionnes. J'ai soumissionné, en fait, un peu avant, en été? Mai. OK, donc octobre, t'as la décision. Non. En mai, c'est ça. Okay. C'est ça. L'enjeu de ce projet-là, c'était pas nécessairement sa technicité, c'était ce qui s'est passé dans notre région en ce moment-là, en 2023. Ah oui, avec les feux de forêt, j'imagine? Oui, exactement. En mai, en fait, on a commencé à faire le projet. Après ça, on a sorti les matériaux. On s'est dit, OK, ça va rentrer en juin. On va commencer à assembler. Puis donc là, tout assemblé. Tu t'alignais pour le faire l'été dernier, en fait? Oui, je m'alignais pour le faire en juillet, comme on m'avait demandé. D'accord. Puis, c'est ça. Il y a eu des retards au chantier. On a quand même eu un peu de chance là-dessus. Ça nous a permis justement de passer la crise des feux parce qu'en juin... On va rappeler ce qui s'est passé l'année dernière, peut-être, c'est qu'il y a eu de très gros feux de forêt dans le nord du Québec, surtout dans ta région, enfin, finalement. Voilà. Donc forcément, ça a eu un impact sur la vie de tout le monde et sur l'aspect professionnel aussi. Oui, pendant toute l'année au complet. Ça a été très complexe. Les feux ont continué à brûler quasiment jusqu'à l'hiver, en fait. Là. Je pense qu'ils ont brûlé jusqu'à l'hiver. Mais c'était exacerbé en juin, en fait. Là où j'étais rendu au point de dire je vais embarquer mes affaires puis je vais me préparer à faire mon contrat, il fallait évacuer. OK. Moi, t'étais vraiment, t'étais à 2 doigts d'y aller et puis là, t'as dit non, c'est pas possible. J'ai été obligé de tout embarquer ça dans mon trailer. C'est le seul contrat que j'avais à l'extérieur de la région, en fait. Fait que ça a été quasiment de bénédiction d'une manière parce que s'il aurait fallu qu'on s'en aille de la région ou que le village passe au feu, exemple, j'avais au moins ce contrat-là pour dire on va travailler un petit peu puis après ça, on va regarder. Je veux dire, pourvu qu'on ait des outils puis un point de départ, mais on est probablement capable de retravailler ailleurs puis pallier à ce qui se passe en ce moment. Fait que dans le fond, on était débrouillards. On était se relocaliser au Lac-Saint-Jean. J'avais tout le contrat dans ma remorque fermée. OK. Puis finalement, une semaine plus tard, bien chanceux, on est revenu en ville et on a réussi à continuer. Et là, tu as pu y aller. Donc là, tu as installé quand? Finalement, on a installé en octobre suite à l'installation d'une autre pourvoirie dans mon secteur en août. Donc combien de temps ça a mis à peu près là? L'installation? J'ai peut-être 11 jours. D'accord. Sans compter les plots, j'imagine, enfin les bases béton. Les bases béton, il avait été fait avant. C'était fait avant. OK. Donc tu es arrivé 10 jours avec toute ton équipe. Donc tu passes 10 jours vraiment. 3, tu dis? OK. Moi, Mathieu, puis Louis. D'accord. Et donc là, 10 jours, vous restez les 10 jours là-bas ou est-ce que tu faisais les allers-retours chez toi? Comment tu faisais là-bas? Non. On était à 800 km de chez nous. Fait qu'on restait localement. Notre client il est bien gentil. Il nous a logés pour le temps qu'on était là. Puis, c'est ça. Ensuite de ça, on voyageait le matin et soir au chantier. C'était à 10 minutes de là. D'accord. Puis, c'est ça. On a commencé à installer nos racks solaires, faire la forme de ça, interconnecter ça, faire la run de tuyau qui descend jusqu'en bas, ancrer ça dans la montagne, parce que je veux dire, en surface, donc là, t'as toutes les machines avec toi là pour pouvoir creuser, percer. Oui, on avait une petite pelle d'aménagement paysager, mais on avait surtout bien de la débrouillardise. Je me suis fait un rack pour tenir mes 10 longueurs de fil. Ça devait peser 80 ou 120 livres du rouleau, peut-être, là. On s'est fait un rack en bois attaché après des arbres. Après ça, on a tiré notre run, aller jusqu'au panneau solaire, premièrement. On l'a passé. Après ça, on a tiré le reste de la run dans le bois. On l'a retiré vers le chalet. Ça nous aidait parce qu'il y avait une grande pente. Il y a un dénivelé de 30
30 mètres, je te dirais, à partir du chemin, mais si jamais tu es dans la montagne, peut-être 45-50. Bon, c'est vrai que tu as des gros bras pour tirer tout ça, là. Voilà. Et donc, quand tu pars du chantier, là, tout est en service, j'imagine, ça fonctionne. Aujourd'hui, évidemment, ça fonctionne encore. Ça alimente quoi, tout ça, comme type d'appareil c'est un chalet, hein? Oui, c'est un chalet, mais il y a quand même beaucoup d'équipements là-dedans. Il y a un beau système de chauffage Argrassner qui vient d'Allemagne, si je me trompe pas, mais c'est un système aux granules de bois industriel qui va chauffer toute la place, puis c'est vraiment impressionnant. Cette technologie-là, ça fonctionne super bien. On demande environ 5 à 600 watts constamment pour chauffer, je pense que c'est 5 ou 7 000 pieds carrés. D'accord. Il y a un garage avec 2 planchers, puis il y a un chalet avec un sous-sol, un rez-de-chaussée, puis il y a un petit étage dans le fond, dans le pignon. Puis ça chauffe tout ça radiant. Ça consomme presque rien. Une fois de temps en temps, la vis passe, ça demande 2000 watts. Fait que, tu sais, le système de chauffage n'est pas autant consommateur qu'on aurait pu le prévoir parce qu'on n'avait pas tant de data sur le système. Mais tout le reste du chalet, en fait, il y a de l'éclairage partout. Il y a beaucoup de réfrigérateurs spéciaux, des mini-bars. Donc là, ça tourne bien, là. Oui, ça tourne super bien, mais on n'a pas toute la pleine charge présentement. Là. On attend encore la finale de ça. On suit le projet, puis éventuellement, on va faire le fine-tuning si on a besoin. Mais probablement que dans un avenir proche, quand toutes les charges vont être là, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec ça. Il risque peut-être d'avoir des micro-turbines pour pallier. Et donc là, si on résume rapidement à quoi ressemble le projet solaire, c'est quoi? Panneaux, onduleurs, etc. C'est quoi les chiffres de ce projet-là? C'est un projet qui valait 210 000 $. OK. Et donc, si on résume également, la capacité solaire, c'était combien? La capacité solaire, c'était 22 à 27 kW si on compte le facteur bifacial. OK, 104 kWh de batterie. 102.40. Puis on a 2 onduleurs 15 kW. C'était pas nécessaire d'avoir 2 onduleurs de 15 kW, mais l'avantage d'avoir un solaire en parallèle, c'est que tu as une redondance si jamais il arrive quelque chose. Puis il y a aussi que tout est en un. C'est très compact sur le montage. Moi, j'accroche les 2 boîtes là, puis tous les fils s'en vont là-dedans. J'ai 3 entrées MPPT. Puis j'étais capable de remplir 5 entrées MPPT dans le fond sur 6 avec les panneaux que j'avais là. Fait que ça laisse la place peut-être pour un petit peu de fine-tuning en bas, en fait, si jamais il y a une portion exposée pour mettre un peu plus de solaire. C'est vraiment un beau système, puis on a axé sur l'habillage graphique pour qu'on puisse voir, dans le fond, un peu de quoi ça a l'air. Parce qu'on a vraiment... on est très fort sur l'habillage graphique. J'ai une bonne entente, en fait, avec Waldy, qui est à Chibougamau, qui est un de nos bons partenaires, en fait, pour le graphisme, autant pour nos camions, puis notre image de marque. Ils sont super cool. Puis à chaque fois qu'on a un projet, ils nous aident. Puis ce projet-là, dans le fond, j'avais eu un plan de départ pour la conception graphique. Je me suis dit, je vais prendre le logo de mon client qui est comme un arbre, en fait. Mais quand tu regardes l'arbre, ça a l'air aussi d'une feuille. Fait que j'ai pris les éclairs que j'ai dans mon dos. Puis je m'en suis servi comme des branches d'un arbre sur mon montage. Puis j'ai mis des feuilles. J'ai demandé à ma graphiste de faire un travail de moine, de mettre des feuilles de toutes les sortes, puis dans différents axes pour faire un peu comme de la végétation. On a changé un peu l'habillage pour que ça fitte avec le bois qu'il allait avoir autour du montage. Puis ça a été un coup de foudre, honnêtement. Ça a plu au client. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, j'entends deux choses. C'est que ça s'entend que tu adores ce que tu fais parce que tu vas beaucoup plus loin que entre guillemets, le métier d'installateur solaire. Et on voit aussi que tu fais tout. Petite équipe, donc tu es forcément obligé de côté administratif, installation, mais tu vas jusque finalement c'est du marketing ni plus ni moins là. Oui, c'est du marketing, mais en même temps c'est une fierté d'avoir un montage qui justement, parce qu'il m'avait posé la question, le client il m'avait dit OK, on va mettre ça dans un armoire justement, ça c'était drôle. Il dit on va mettre ça dans un armoire, on va le cacher le système, on veut pas voir ça. J'ai dit non. Là, il a dit voyons. Moi, je veux que tu le vois. Il dit, moi, je veux que tu le vois. Il dit, t'es donc bien sûr de toi. C'est l'architecte, en fait, qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, t'es donc bien sûr de toi. J'ai dit, quand même. Il dit, je suis assez sûr que tu vas aimer le montage. Il dit, laisse-moi t'envoyer une photo. Je viens tout juste de finir de mettre les équipements. Tu vas au moins avoir la vue du graphique. Il a aimé ça. Puis quand j'ai envoyé ça, ils ont dit, OK, c'est bon, le garde. Donc, en fait, c'est intéressant parce que ici, on a des problématiques. C'est-à-dire que, tu cherches de la main-d'œuvre ou tu travailles vraiment beaucoup d'heures par jour. Et ça te force à faire des choses que, en temps normal, tu ne devrais pas faire, comme le marketing, par exemple. Et en fait, tu te retrouves à le faire. Et en plus, tu fais des trucs vraiment qui ont de l'allure, quoi. Tant qu'à le faire, au moins, avoir du fun à le faire. Ouais. C'est le minimum. C'est quand même important. Au-delà aussi de ce beau projet que tu nous as présenté, j'aimerais qu'on aborde une innovation que tu as créée, parce que j'appelle ça de l'innovation. On sait que depuis de nombreuses années, tu fais des kits solaires, d'autres installateurs font des kits solaires, et traditionnellement, ce sont des kits pré-montés sur des plates que vous montez à la shop et que vous envoyez ensuite au client ou que vous installez vous-même. Exact. Toi, tu es allé un petit peu plus loin, tu as fait exactement la même chose, sauf que c'est un cabinet fermé, designé encore une fois couleur de bénéfice, mais qui en plus est mobile.
Ouais. On s'était vu exactement. On s'était vu au salon du véhicule électrique de Montréal la deuxième édition dernière, ou la deuxième édition. Ouais, c'est ça l'année dernière. Exactement, oui. L'année dernière. Et c'est là où je l'avais vu et j'ai trouvé ça vraiment cool. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et on va mettre la photo en même temps pour. Oui, il y a pas de problème. En fait, la première édition, quand on est allé au SVM, on a été démontrer nos kits solaires. C'est la première fois qu'on allait là, en fait, avec Rematec. Ils nous ont invités, bien gentils. On a pu démontrer qu'est-ce qu'on faisait dans le hors réseau, les kits solaires qu'on préparait pour peut-être essayer de cibler un marché qui est un peu plus grand. Puis c'était le fun, en fait. On n'a pas nécessairement eu beaucoup de retombées, en fait, de cet événement-là, mais ça nous a permis de voir au moins 45 000 personnes, ce qui est quand même pas banal. C'est rare. C'est rare. À Chapelle, c'est assez rare. Surtout sur la même rue, là, c'est assez rare. Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, la deuxième année, on s'est dit, il faut arriver à quelque chose d'un peu plus fancy, un peu plus hot, mais on savait pas si on allait participer à la deuxième édition. Rematec savait pas s'il allait le faire. Puis finalement, ils nous ont invités à la deuxième édition. Puis à ce moment-là, j'ai dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Donc en quelques jours. Ça a pris 4 jours. Okay. Ça a pris 4 jours. J'ai dessiné ce que je voulais faire. J'ai été prendre des dimensions d'à peu près tout ce que je voulais mettre dedans. Puis dans le fond, j'ai conçu le cabinet qui est là avec mon père. Mon père a fait la soudure. On a fait l'assemblage ensemble. Puis à la course, j'ai envoyé le cabinet chez Waldy. Ils m'ont fait notre lettrage à une vitesse éclair. C'était vraiment super le fun. Ils comprenaient aussi que ça pressait parce qu'on s'en allait la semaine d'après. Puis et donc, comme tu dis, tu y as mis des roues. En fait, finalement. J'ai mis des roues, en fait. C'est ça. Fait que c'est le même assemblage qu'on aurait normalement sur une de nos plaques. Exemple, le Shack. OK, donc c'est quoi en termes Le Shack, c'est 3000 VA dans le fond d'onduleur à 48 volts. On va avoir normalement une batterie Voltium 51.2 volts, soit 100 ampères ou 200 ampères. On va avoir un convertisseur 48-12, 30 ampères pour tout ce qui est 12 volts, les pompes, les radios, les petits éclairages. On a un régulateur solaire qui est capable de prendre jusqu'à 8 panneaux. On en fournit 4 avec le kit, etc. Puis c'est tout préconnectable. On a un panneau électrique de fourni sur le kit avec une prise d'accessoires. Fait que comme ça, t'as pas besoin nécessairement d'une génératrice. Tu mets ton kit sur le mur, branche la batterie, ça fonctionne déjà. Donc, mais le problème qu'on nous disait, dans le fond, c'était que les gens, ils disaient, j'aimerais ça pouvoir partir avec parce que des fois, j'ai peur de me faire voler. OK, première affaire, comment est-ce qu'on va réussir à faire de quoi de mobile qui pèse à peu près 400-500 livres? Oui, parce que ça prend de la place. C'est quoi les dimensions du cabinet à peu près? Il y avait 24 par 60 environ. Il n'était pas si gros que ça. On a réussi à le faire quand même très compact. Puis on a inclus de l'éclairage LED ARGB dedans, là, qui est adressable là, pour donner un petit coup de plus. Puis le lettrage est partout, en fait. Là. Il est vraiment super chic, le cabinet. Vous pouvez le voir sur notre site web. On va mettre l'image. Mais donc, c'est fait pour alimenter quoi pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Ça va alimenter un chalet. OK. Chalet quoi? C'est quoi? Deux personnes, 3 personnes, une famille? Une famille. Une petite famille sans problème. Je veux dire, à la limite, si jamais tu en manques dans le format du cabinet avec 3 batteries, tu peux toujours avoir ta génératrice quand même en backup. Oui, tu as quand même une prise génératrice pour le brancher. J'ai une prise génératrice tout inclus. Tout est fait, dans le fond, pour fonctionner, être autonome puis être rapidement connecté sans avoir besoin de personne d'autre que ce que tu as déjà. OK. Donc, typiquement, celui qui a un gros truck, il peut emmener ça en fin de semaine et presque le ramener. Ça pèse combien? Ça pèse 450 livres. Me semble que ça pèse 450 livres avec 3 batteries de 100 ampères. Donc, tu bouges ça comment? Avec un diable ou Bon, on a fait l'armoire, en fait, comme un diable. Fait qu'on a donc, il y a déjà les poignées dessus? Il y a déjà les poignées dessus. On a fait, formidable. On a fait justement la balance de poids à la bonne place pour être capable de le transporter facilement. Puis, je veux dire, on l'a amené au salon des véhicules électriques, puis tout le monde a capoté ben raide. C'était vraiment un beau cabinet, mais on a d'autres surprises dans ce niveau-là. Je suis vraiment content qu'on parle de ça parce que je trouve que ça émerge vraiment le thème de cet épisode qui est la réalité d'un installateur. C'est que tu fais preuve vraiment de débrouillardise et comme je disais au début, c'est de l'innovation là. Tu sais, il y en a qui font l'innovation sans mettre un mot dessus, sans mettre le mot d'innovation. C'est une innovation. Tout ce que tu as décrit il est mobile, il est custom, donc il est sympa à regarder. T'as déjà les poignées pour justement ne pas mettre de diable, mais on en rigole comme ça. Les roues, tu peux les enlever si tu les trouves pas belles une fois. Voilà, c'est vraiment cool. Donc félicitations déjà parce que c'est vraiment sympa. Et puis des idées de ce type-là dans le solaire, il y en a beaucoup. Et donc pour ça, à développer énormément. Écoute, je préfère être en position de créateur qu'en position d'imprimante. J'aime pas ça, voir un principe et le copier. J'aime pas le principe de copier. Je me dis, s'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, trouve quelque chose de nouveau. Et puis surtout, créer quelque chose pour créer quelque chose, ça n'a pas forcément de valeur, mais c'est créer quelque chose pour répondre à un besoin. Ouais, exactement. Moi, j'en parle personnellement par rapport au logiciel de solution autonomie, mais c'est parce qu'on voit des besoins dans le marché qu'on crée nos outils. Oui. Et tu fais exactement la même chose. Puis ça fonctionne, en fait. C'est à dire encore une fois, solution autonomie. Merci. Donc, encore une fois, une très belle innovation de la part de Ménéfis. Merci beaucoup. On va aller sur la partie que je préfère. La deuxième partie que je préfère de l'émission, c'est un petit jeu très simple. Un projet solaire hors réseau, on le rappelle, est composé de plusieurs choses. La partie solaire, la partie régulateur, batterie et onduleur. David, j'aimerais te demander si
tu n'avais que le choix de choisir une marque et un composant et un modèle pour chaque composant, qu'est-ce que ce serait? Si j'aurais à choisir pour un ensemble complet, je pense que je prendrais Solark. OK, donc l'uni, dans le fond, donc le all-in-one, régulateur onduleur. Ouais, pour les specs. Puis je vais te dire pourquoi, parce qu'il y en a plusieurs. Tu as Lux PowerTech, t'en as plein. Mais quand tu regardes les specs, en fait, le gros watt, mettons, il y a un limiteur. Fait que tu sais, t'es limité à X nombre d'ampères, en fait, en entrée solaire. Puis plus les panneaux grossissent, je me suis rendu compte de ça, en fait, là, que Solar, qu'eux autres, il y avait moins de limites que les autres, mettons, à l'entrée solaire. Donc, sur les parallèles, là. Sur les parallèles, l'ampérage d'entrée, en fait. Tu peux avoir un voltage excellent pour les deux, donc une string très longue, mais... C'est ça, mais je veux dire, pour l'ampérage, en fait, t'es limité. Ils vont couper la crête, en fait, en haut de ça. Fait que, mettons que j'aurais le même système, 8 fois panneau en série, 545 watts, avec le gain bifacial, les potentiels, etc. Dans un Lux PowerTech, j'aurais probablement moins d'output que dans un Solark. OK. À cause de ce facteur-là qui limite l'entrée. C'est pas parce qu'il est pas capable de le prendre en plus. On a posé la question, mais il la gère pas en haut de... Donc, il fait quoi? Il capte? Il se met en sécurité? Il capte. Ils ont la marge pour pas que ça explose le truc, là, mais ils utilisent pas cette marge-là. D'accord. Ça, ce bout-là, maintenant, on l'avait vu. Je sais pas si ça a été réglé depuis, mais... Et dans les settings, par exemple, est-ce que non, c'est pas possible d'aller régler ça là? OK, d'accord. C'est hardware, ouais. Sortie d'usine, tu touches rien là. Non, exactement. On peut pas changer ça. Mais écoute, j'ai pas travaillé beaucoup avec les autres, Lux PowerTech, Gros Watt, etc. J'ai travaillé avec Solark, mais spec-wise, j'ai préféré Solark. Donc, régulateur / onduleur, Solark. Là, sinon, j'y vais avec Victron, définitivement. J'ai essayé Magnum, j'ai essayé Morningstar, j'ai essayé un paquet de produits avant qu'on tombe sur Victron. Puis depuis qu'on a trouvé Victron, je veux dire, il y a tout là-dedans. Là. Les onduleurs, il y en a un paquet de modèles de différents formats. T'en as des plus minces, t'en as des plus épais, t'en as des... C'est tout connecté, c'est simple. Tu peux démarrer la génératrice, t'as un paquet de facteurs. OK. Parfait pour Solark. Maintenant, les panneaux. Quel panneau, quel modèle, quelle puissance? Trina Vertex 545 watts. C'est le dernier que j'ai utilisé, je le trouve quand même vraiment cool. Belle 545 watts, ça commence à être gros. C'est bifacial en plus, c'est lourd? Ouais, quand même. 60 livres, je pense. OK. 60 livres du panneau. C'est quoi les dimensions? Quasiment 4 par 8. OK. Donc, c'est du gros là. 41 pouces par 80, quasiment. OK. C'est quand même assez large. Ça fait beaucoup de puissance. Donc, 545, c'est la puissance sans tenir compte du gain bifacial. On peut s'attendre facile à 600 watts. Puis, je veux dire, si tu optimises le gain, tu peux donner 25% à la limite. Là, c'était vraiment... C'est pas contraignant à installer des panneaux gros comme ça, là? Ça dépend. Quand t'es grand et fort comme moi, tout va bien. Oui, alors que quand t'es petit et maigre comme moi, c'est beaucoup plus compliqué. Exact. Ah non, tu serais bon. T'en gaz demain matin. Allez. Donc, Trina pour le panneau, pour la batterie. Pour la batterie, Voltium. On a un excellent contact avec Yanni. J'apprécie la personne. Il est venu nous chercher, en fait, puis il m'a dit, écoute, j'ai ce produit-là, puis il me l'a bien vendu. Il a toujours donné un excellent service. Puis donc, Voltium qui sont au Québec. Ils sont au Québec, ils sont à Châteauguay, puis il offre un service exceptionnel, tout simplement. Je veux dire, autant pour nous aider, nous autres, dans le fond, que pour aider le client. La relation est parfaite, puis j'ai pas de misère à backer ce produit-là à cause de ça, parce qu'il est très, très impliqué, puis ses systèmes vont vraiment bien. Et donc quel modèle? En 48 volts, en fait, c'est sûr que je préconise le heat. Je préconise l'autochauffant track mount. Pour le format, puis aussi, pourquoi autochauffante? Tu sais, des fois, c'est pas toujours nécessaire. Ouais, tu sais, l'environnement, tout ça. Ben, écoute, moi, dans mon secteur, à moi, il fait fret. Puis si les gens ils décident de laisser la batterie là-bas, puis ils reviennent au chalet, puis ça prend 2 jours les réchauffer à cause que c'est par le poêle à bois, puis l'air ambiant, il n'y a pas de manteau autochauffant, mais tu sais, pour quelques 100$ de plus, ben tu viens de t'offrir le produit au complet, puis la paix. Donc, je préfère l'autochauffant. Donc, si je résume, Trina, 545 watts. Ouais. Solark pour le all-in-one, donc régulateur plus onduleur. Ouais. Ou Victron en décomposé. Ou Victron décomposé. Sur ça, on est d'accord. Exactement comme Sébastien Muniz qu'on a eu à l'épisode précédent. Voilà. Donc, lui qui était sur du Lux Power, mais qui finalement est plus ou moins la même chose et on voit à travers ça que pareil. Ça s'en vient de plus en plus là, le all-in-one. C'est vrai que c'est un beau produit. Ouais. Donc, on récapitule encore une fois. Panneau Trina 545, Solark pour régulateur plus onduleur, et ensuite batterie Voltium. Exact. Capacité Capacité pour le prix performance à coût de 10 kW, je trouve que le gain est très intéressant. Mais si on autochauffant. Autochauffant. Mais si on a certains limitateurs, puis on peut se limiter à 100 ampères-heure, ben là, ça devient raisonnable de prendre ça. OK. Vient maintenant la partie du podcast où on parle d'une ou plusieurs d'ailleurs anecdotes. Donc,
en tant qu'installateur, est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager? En tant qu'installateur hors réseau, je pense que ça va plaire un peu à la réalité de tous les installateurs hors réseau. Exemple, tu as un client, nous autres, on avait Air Tamarack, en fait, qu'on a fait l'année d'avant, pas l'année passée, l'année d'avant. On l'a fini, en fait. Alors, dis-nous ce que c'est, Air Tamarack. Air Tamarack, c'est une pourvoirie, en fait. Ils ont plusieurs pourvoiries, puis eux autres sont basés à Clova. Puis, c'est où? Clova, c'est dans le coin de la Tuque. D'accord. Mais c'est ça, vraiment des chic types. C'est une entreprise familiale, père et multi-fils. Ils sont plusieurs fils, ils sont tous aviateurs. La passion circule dans cette famille-là. Incroyable. Franchement, je vous lève mon chapeau. J'ai vraiment aimé la vibe là-bas. Mais en fait, c'est ça, on travaille pour eux, puis on a monté le projet, on était rendu à aller installer. Puis au moment où on va installer, j'ai un trailer de 30 pieds qui est une ancienne plateforme de roulotte de camping, qui ont fait un trailer avec. Mais là, on a 14 frigidaires DC. On a 2 palettes de panneaux solaires, des rails, un paquet d'affaires. La boîte du pick-up est pleine. On a un HD 2500. Puis là, ben, les indications qu'on a, qui étaient quand même claires, mais en fait, je suis jamais allé dans le secteur. Fait que là, ben, on nous dit, OK, ben, écoute, tu vas faire 63 km à partir de Bord-Études. Après ça, tu vas t'en aller, tu vas faire X, à l'ancienne, avec une map. Puis tu te fais une map mentale de tout ça selon les virages puis les indicateurs visuels que tu as. C'est vraiment off-grid, là. C'est très off-grid, ouais. Il fallait faire 45 minutes de bateau pour se rendre au chalet, là. Okay. Puis mon camion de service, après, c'est devenu un bateau. C'était épique, man. Épique. Puis c'est ça, en fait, on s'en va dans ce chemin-là, puis je suis les indications, puis je veux dire, les références visuelles que moi je vois, je veux dire, me conviennent, mais c'est pas ceux-là qui m'avaient dit, par exemple. Pas. Ils correspondent pas, mettons que je les aurais vus, j'aurais pu dire, OK, c'est là, c'est pas là. Mais j'ai viré à mauvaise place. Puis ma map était, moi, je devais aller au nord du lac, puis ma map, malheureusement, était pas lockée le nord en haut. Fait que ça m'a confondu encore plus. On était 3 dans le camion, puis on a eu tout le même problème. On a regardé les indications, on regardait les repères visuels, puis on s'est dit, OK, c'est là. On est rendu X temps, faut virer. On a viré. Oh, wow. Ensuite de ça, c'était 3 heures. On s'attendait à 2h30 à 3 heures de route dans un chemin qui est vraiment pas évident. Donc là, tu commençais à aller dans la mauvaise direction, là. J'étais vraiment dans la mauvaise direction. J'étais au sud du lac. Puis au sud du lac, en fait, là, c'est des dames de castor. C'est des chemins vraiment petits. Moi, j'ai un camion, là, je mesurais 50 pieds de long, là, avec des frigidaires. Pour manœuvrer là-dedans. Aux fenêtres, là. La dame de castor, c'était autant de mes yeux. Mais ça va bien. On prend notre temps. On écoute un beau podcast de Mike Ward. Fait que dans le fond, on a pris le mauvais chemin. On devait aller au nord du lac, mais finalement, on a viré un peu trop avant, puis on s'est ramassé au sud du lac. À cause du GPS, puis à cause de tous les marqueurs visuels, puis l'information que j'avais, qui était correcte, mais tu sais, un peu limitative, ben, je me suis ramassé sur le mauvais chemin. Puis là, on savait qu'on s'enlignait dans 2 ou peut-être 3 heures de route. Mais je t'ai dit, on voyait l'eau à la mi-hauteur de nos fenêtres. J'ai un camion HD 2500, un trailer, je mesure 50 pieds de long, je suis dans une trail, hein, je pile dans l'eau. Je me suis rendu jusqu'à l'autre bout, ça a pris 3 heures. On a passé le temps en jasant, puis en écoutant un podcast de Mike Ward. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas, là? Ben, écoute, tout le long, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais je me suis dit, OK, ils me l'ont dit, la trail qui est là est pas belle. Ouais, fait que ça va prendre du temps, faut que tu roules pas vite, surtout si t'as des matériaux, tout ça. Puis la trail est pas belle, on roule pas vite, puis ça rend au bout, ça a pris 3 heures. Fait qu'on a dit, ben écoute, on est quand même peut-être pas dans l'erreur, mais à l'autre bout, le chemin il est coupé. Ouais, donc là, c'était sûr que c'était pas là, quoi. C'était sûr qu'on pouvait pas traverser, en tout cas. Fait que là, j'ai dit, écoute, peu importe ce qui se passe, on peut pas aller là. Fait qu'on doit vraiment être à mauvaise place, mais là, je mesure 50 pieds de long. Fait qu'il faut que je recule. Oh là là. Wow. Mais heureusement, on était dans un endroit juste où ça a coupé, où c'était relativement clair. Okay. On a sorti la jigsaw, on a coupé les arbres. Pour pouvoir manœuvrer. Ouais. C'était des arbres gros de même, gros comme ça. On a réussi à reculer ça, revenir de bord. On a refait 3 heures. On a écouté un autre podcast de Mike Ward. Puis ensuite de ça, merci Mike, tu nous as sauvé la vie. Mais c'est ça, fait qu'on a sorti du chemin, puis rendu là, ben on a vu l'avion d'Air Tamarack qui passait, il nous a fait salut avec les ailes comme ça, puis il a dit venez-vous-en, tu sais. Donc lui, il vous cherchait en fait. Ben oui, il nous cherchait, il devait paniquer les gars. Là. On a bien ri en tout cas, c'était drôle, puis pas, mais en fait, après coup, là, on en a ri quasiment toute la semaine quand on a travaillé là. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'encore une fois, si on revient sur ton quotidien, je veux dire, qui c'est qui peut se perdre 3 heures dans une forêt comme ça, parce pas grand monde. Et qui, comme tu dis, et puis le client qui vient en avion au-dessus pour te faire coucou des ailes pour dire que c'est pas là, je veux dire, c'est quand même fou comme quotidien. Il y a des côtés évidemment qui sont négatifs, mais je veux dire, ce que tu vis là, c'est pas donné à tout le monde non plus, quoi. Non, puis je me sens privilégié. Je suis très, très, très satisfait de la tournure de ma carrière, puis je suis content d'embarquer des gens avec moi là-dedans. C'est super le fun. Puis en tout cas, un seul conseil que je donnerais, c'est si jamais on vous donne un contrat au réseau, assurez-vous d'avoir une map GPS avec un chemin tracé. Fait comme ça, il y a pas d'erreur. En haut. Tout va bien. Mettez le nord en haut. C'est des choses qui arrivent, mais écoute, belle anecdote. Ouais. Merci pour l'anecdote, David. Plaisir. Tu viens de dire une phrase qui est importante. Tu dis des belles personnes avec qui tu travailles et que tu embarques dans ton aventure.
Je sais que il y a ton papa dans cette aventure-là. Oui, avec toi. Oui, avec qui j'ai commencé. Ça a pris un peu de temps avant qu'on réussisse à connecter, je te dirais, parce qu'il a toujours été occupé dans sa vie. C'est un des meilleurs électriciens que je connais. Je veux dire, puis dans le nord du Québec, tant qu'à moi, c'est le meilleur, tout simplement. Puis j'imagine que toi, quand tu grandissais, tu voyais ton papa qui faisait l'électricité. Donc forcément, je veux dire, la fibre, elle était là, quoi. C'était logique un peu, oui, de m'en aller par là, mais en même temps, je voyais pas souvent mon père parce qu'il travaillait beaucoup. Il était souvent parti sur toutes sortes de projets. Fait que ça a été un peu de me dire, est-ce que j'ai envie de m'en aller dans ce métier-là quand j'ai sorti de l'école secondaire? Puis finalement, j'ai dit, ben garde, quitte à pas savoir exactement ce que je veux faire, autant aller me chercher un bon métier, puis mon père va être là, puis il va me montrer ce qu'il sait, etc. Il y avait sa compagnie dans ce temps-là. Puis quand j'ai sorti de là, ben finalement, mon père était ben trop occupé dans le bureau. Il pouvait pas rentrer sur le chantier avec moi pour me le montrer. Donc, j'ai travaillé peut-être 3 ou 4 ans pour eux autres, à faire toutes sortes d'horaires, 42-10, donc t'as appris comme ça. 7-7, 14-14, peu importe. Puis ensuite de ça, ben, je suis revenu en ville, fait quelques contrats, puis je suis allé en Abitibi pour aller retrouver ma mère pendant 3 ans. 3 ans et demi à peu près. J'ai découvert d'autres choses là-bas, c'était super le fun. Mais j'avais fait le tour un petit peu en Abitibi. Mon père m'a appelé puis il m'a dit écoute, je suis rendu ailleurs dans ma vie puis j'aurais besoin de faire un autre projet puis ce qui m'intéresserait de faire puis que j'ai toujours voulu faire puis j'ai pas eu l'occasion, c'est un projet père-fils. J'aimerais ça qu'on fasse une entreprise ensemble. Il m'a dit ça oui. Il n'a pas eu le temps de finir. C'est sûr que ça m'intéresse. J'attendais juste ça que tu me le demandes. Fait que on a commencé en octobre 2014 ouvrir les livres, etc. Janvier 2015, on a commencé la première brique de Ménéfice puis on a commencé microscopique complètement puis on s'est tiré les cheveux pendant 4 ans. On s'est engueulé. On a, tu sais, la vraie relation père-fils qu'on idéalise. C'est ça, de travailler en famille. C'était parfait, mais ça a forgé le caractère, puis en même temps, ça a tellement tissé la relation. Une belle histoire. Vraiment. Bah, merci en tout cas de nous l'avoir fait partager, David. Avant de terminer cet épisode, c'est quoi le futur pour le Ménéfice? Occupé. Occupé, je pense. Mais écoute, on ne sait pas trop de quoi ça tient parce que ça bouge beaucoup, mais définitivement qu'on va être en énergie renouvelable, puis définitivement qu'on va être encore dans le développement de concepts spéciaux. Des beaux projets, des gros projets aussi. Exactement. On va continuer d'être créatif puis de vous en mettre plein la vue puis de servir des systèmes toujours plus originaux et pratiques que les derniers. Excellent. Je pense que ce qu'on peut faire aussi avant de se quitter, c'est de dire aux gens s'ils veulent en connaître plus sur Ménéfice, c'est Facebook, j'imagine, LinkedIn un petit peu aussi, et ton site internet? Oui, site web qui présentement est en construction. On a une belle vitrine en fait avec le site web, mais bientôt ce qui s'en vient, c'est vraiment beaucoup mieux que ce qu'on a là. Ça sera pas juste une page où on peut trouver de l'information. On va éventuellement avoir aussi une boutique en ligne. Ça prend un peu de temps à développer, mais je pense que le produit final va vraiment être au goût de tout le monde, puis ça va faciliter l'accès à nos systèmes. Puis je vous invite à aller voir le ménéfice.com. Vous allez trouver certainement déjà quelques systèmes qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas à nous appeler. Excellent. Merci encore une fois, David, d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. Et puis, je vais te laisser le dernier mot, non pas le mot, mais la dernière note. On va remettre le petit générique. À bientôt pour le prochain épisode. Salut.